Le scalpel glissa entre les doigts du docteur Théo Moncler comme une extension de son âme, traçant une ligne parfaite sur le cœur battant devant lui. Dans le silence sacré du bloc opératoire de l'hôpital Saint-Vincent, seuls résonnaient les bips réguliers du moniteur cardiaque et le souffle contrôlé de l'équipe chirurgicale. 38 ans, cheveux châtains impeccablement coiffés, même sous le calot, Théo incarnait la précision incarnée. Un homme qui n'avait jamais tremblé devant la vie ou la mort. « Pince !» murmura-t-il d'une voix calme, ses yeux bleu acier concentrés sur l'artère coronaire qu'il s'apprêtait à déboucher. L'infirmière instrumentiste lui tendit l'outil avec la synchronisation parfaite née de milliers d'heures passées ensemble en salle d'opération. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Une présence nouvelle flottait dans l'air stérilisé, une énergie qu'il n'arrivait pas à identifier. Du coin de l'œil, il aperçut une silhouette qu'il ne reconnaissait pas, une infirmière aux cheveux bruns, tirés en chignon strict, dont les gestes révélaient une assurance tranquille malgré sa petite taille. « Qui est-ce » demanda-t-il discrètement à Marie, son instrumentiste habituelle, sans quitter des yeux le muscle cardiaque qui palpitait sous ses mains expertes. « Élise Garot. Elle vient de l'unité de soins intensifs, remplaçante pour le congé de Sylvie, Élise Garot. » Ce nom résonnait dans un coin reculé de sa mémoire, comme un écho lointain qu'il n'arrivait pas à saisir. Théo fronça légèrement les sourcils, perturbé par cette sensation d'avoir déjà entendu ce nom quelque part, dans une autre vie peut-être. L'opération se déroula sans accroc. Le patient, un homme de 54 ans, père de 3 enfants, avait fait un infarctus massif la veille. Grâce à l'intervention de Théo, son cœur battrait de nouveau normalement, lui offrant une seconde chance que beaucoup n'ont jamais. Alors qu'il retirait ses gants chirurgicaux, Théo observa discrètement la nouvelle infirmière qui aidait à préparer le patient pour son transfert en réanimation. Elle murmurait quelques mots rassurants à l'homme endormi, posant une main délicate sur son front comme une bénédiction silencieuse. Cette tendresse spontanée le troubla. Dans son monde de privilèges et de protocoles stricts, les gestes gratuits étaient rares. « Excellent travail, docteur », commenta le docteur Rousseau, l'anesthésiste, en rangeant son matériel. Cette triple pontage était particulièrement délicate. Théo hocha la tête machinalement, mais son attention était ailleurs. Élise Garot venait de lever les yeux vers lui, et leurs regards se croisèrent pour la première fois. Il y avait dans ses yeux noisette une profondeur qui le désarçonna, comme si elle pouvait voir à travers la façade soigneusement construite qu'il présentait au monde. « Merci pour votre aide », dit-il simplement, sa voix trahissant une politesse professionnelle teintée d'une curiosité qu'il ne comprenait pas lui-même. « De rien, docteur Moncler », répondit-elle avec un sourire discret qui illumina brièvement son visage. « C'était un honneur d'assister à votre travail. » Il y avait quelque chose dans sa façon de prononcer son nom, une familiarité douce qui contrastait avec le respect formel qu'il inspirait habituellement. Théo quitta le bloc opératoire avec cette sensation étrange d'avoir vécu un moment important sans en saisir la portée. Plus tard, dans son bureau luxueux au 5e étage, face au toit de Lyon qui s'étendait jusqu'aux collines de Fourvière, Théo tentait de se concentrer sur les dossiers médicaux qui s'empilaient sur son bureau d'acajou. Mais le visage d'Élise Garot revenait sans cesse troubler ses pensées ordonnées. Son téléphone vibra. Un message de son père, Étienne Moncler. « Dîner avec les Duret ce soir. Claire t'attend à 20h au Georges Blanc. Ne sois pas en retard. » Théo soupira en regardant sa Rolex. 17h, encore un de ces dîners mondains où il jouerait le rôle du fiancé parfait aux côtés de Claire Duret, fille du sénateur Philippe Duret, une femme intelligente et élégante qu'il respectait mais qu'il n'avait jamais aimée. Leur relation, arrangée depuis leurs études de droit et de médecine respectives, ressemblait plus à un contrat social qu'à une histoire d'amour. Il ferma les yeux un instant, se massant les tempes. Depuis la mort de sa mère quand il avait 15 ans, Théo avait appris à naviguer dans la vie comme un chirurgien, avec précision, contrôle et détachement émotionnel. L'amour était un luxe qu'il ne s'était jamais autorisé, une faiblesse que son père lui avait appris à considérer comme incompatible avec l'excellence. Vous ne voudriez pas manquer des histoires qui pourraient changer votre vision de la vie.
Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir plus de récits qui vous feront réfléchir sur la valeur de l'authenticité et la puissance des connexions sincères. Et maintenant, plongez dans cette histoire qui vous rappellera que les apparences trompent, mais que le cœur ne ment jamais. Le restaurant Georges Blanc baignait dans une lumière dorée qui se reflétait sur les verres de cristal et les couverts d'argent. Théo observait Claire Duret découper délicatement son saumon, tandis qu'elle lui racontait sa dernière mission humanitaire au Cambodge. Belle, cultivée, parfaitement éduquée pour tenir son rang dans la haute société lyonnaise, Claire représentait tout ce qu'un homme de sa position était censé désirer. « Tu sembles distrait ce soir », remarqua-t-elle en posant sa fourchette, ses yeux verts perçants fixés sur lui. « Journée difficile à l'hôpital ? Une triple pontage ce matin », répondit Théo mécaniquement. Mais ses pensées dérivaient vers une paire d'yeux noisettes qu'il avait regardée avec une intensité troublante. « Ton père m'a dit que vous envisagiez d'officialiser nos fiançailles après l'été », continua Claire, sa voix neutre cachant mal une pointe d'expectative. « Il pense que ce sera bénéfique pour ta carrière politique future. » Théo leva brusquement les yeux. « Ma carrière politique ? Voyons, Théo, nous en avons déjà parlé. Après tes succès en chirurgie, il serait naturel que tu te tournes vers la politique de santé publique. Mon père pourrait t'ouvrir des portes. » Les mots de Claire se perdaient dans un brouhaha distant. Théo sentait le poids invisible des attentes familiales s'abattre sur ses épaules comme une chape de plomb. Toute sa vie avait été orchestrée par son père. Les meilleures écoles, la spécialisation en chirurgie cardiaque, même cette relation avec Claire qui ressemblait plus à une fusion d'entreprise qu'à un mariage d'amour. « Excuse-moi », murmura-t-il en se levant brusquement. « J'ai besoin de prendre l'air. » Sur la terrasse du restaurant, Lyon s'étendait devant lui dans toute sa splendeur nocturne. Les lumières de la presqu'île scintillaient comme des étoiles tombées et la Saône serpentait paresseusement entre les quais illuminés. Mais ce soir, cette beauté familière ne lui apportait aucun réconfort. Son téléphone vibra. Un message du service des urgences. « Patient en détresse respiratoire. Votre avis souhaité. Docteur Bernot. » Sans hésiter, Théo retourna à la table, s'excusa auprès de Claire et quitta le restaurant. L'hôpital l'appelait et pour une fois, il était reconnaissant de cet échappatoire. À 22 heures, l'hôpital Saint-Vincent bourdonnait d'une activité feutrée. Théo poussa les portes des urgences et fut immédiatement happé par l'atmosphère familière de l'adrénaline médicale. Le docteur Bernot l'accueillit avec soulagement. « Monsieur Chabert, 68 ans, douleur thoracique intense depuis 1 heure, ECG suspect mais pas évident. J'ai pensé à vous. » Théo examina rapidement le patient. Un homme aux mains calleuses, qui le regardait avec des yeux inquiets. Ouvrier à la retraite, père de 5 enfants, expliqua-t-il entre 2 respirations difficiles. Théo posa instinctivement sa main sur l'épaule de l'homme, un geste qu'il ne faisait jamais d'habitude. « Nous allons prendre soin de vous, monsieur Chabert, » dit-il avec une douceur qui le surprit lui-même. C'est alors qu'il la vit. Élise Garot se tenait près du lit voisin, prodiguant des soins à une femme âgée qui sanglotait silencieusement. Elle murmurait des paroles apaisantes, en caressant doucement la main ridée de la patiente, transformant ce coin d'urgence en havre de paix. « Mademoiselle Garot » l'appela Théo. « Pourriez-vous m'assister ?» Elle se tourna vers lui, et de nouveau ce regard direct qui semblait voir à travers toutes ses défenses. « Bien sûr, docteur. » Pendant qu'il préparait M. Chabert pour un électrocardiogramme plus poussé, Théo ne put s'empêcher d'observer la façon dont Élise travaillait. Chaque geste était précis, mais empreint d'une humanité qui touchait quelque chose en lui qu'il croyait enfoui depuis longtemps. « Vous avez une approche particulière avec les patients, » remarqua-t-il, alors qu'ils attendaient les résultats. Élise sourit, ce même sourire discret qui l'avait troublé le matin. « Ma grand-mère disait toujours que soigner, c'est d'abord écouter. Ces gens ont peur, docteur. Ils ont besoin de se sentir vus, pas seulement traités. Votre grand-mère était sage. Elle était infirmière aussi, à l'Hôtel-Dieu, pendant 40 ans. Elle m'a appris que la médecine sans compassion n'est qu'une technique froide. » Ces mots résonnèrent en Théo, comme un écho de sa propre jeunesse, quand il rêvait de devenir médecin pour sauver des vies, pas pour perpétuer un empire familial.
Il y avait quelque chose dans la voix d'Élise qui réveillait des parts de lui qu'il croyait mortes. « Élise » commença-t-il, puis s'arrêta, réalisant qu'il venait de l'appeler par son prénom. Elle le regarda avec surprise, mais pas de reproche. « Oui, docteur. Rien. Merci pour votre aide ce soir. » Les résultats arrivèrent. Monsieur Chabert souffrait effectivement d'un début d'infarctus, mais pris à temps. Théo l'orienta vers la cardiologie interventionnelle, non sans avoir rassuré la famille qui avait accouru entre-temps. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Élise l'interpella doucement. « Docteur Moncler ?» Il se retourna. « Oui, je me souviens de vous. Il y a 4 ans, à l'université Lyon-Est. Vous donniez une conférence sur l'éthique médicale pour les étudiants bénévoles. J'étais dans l'association qui organisait des soins gratuits à Villeurbanne. » La mémoire lui revint d'un coup. Cette jeune femme passionnée qui avait posé une question sur l'accessibilité des soins aux plus démunis. Il l'avait à peine remarqué alors, trop concentré sur sa présentation, trop enfermé dans sa bulle de prestige académique. « Je me souviens maintenant », dit-il lentement. « Vous aviez parlé de votre quartier, des gens qui renonçaient aux soins à faute de moyens. Vous aviez dit ce soir-là que la médecine devait être au service de tous, sans distinction. » Ces mots m'ont marqué. Théo se sentit rougir légèrement. Ses idéaux de jeunesse lui semblaient si lointains maintenant, étouffés par les années de conformisme et de pression familiale. « J'étais peut-être plus idéaliste à l'époque, » murmura-t-il. « Ou peut-être plus sincère, » répondit-elle avec un sourire triste. Ces mots le suivirent longtemps après qu'il eut quitté l'hôpital, résonnant dans sa Porsche silencieuse, tandis qu'il traversait Lyon endormi pour regagner son appartement huppé du 6e arrondissement. Le lendemain matin, Théo arriva à l'hôpital avec une demi-heure d'avance, ce qui était inhabituel même pour lui. Il avait mal dormi, hanté par les paroles d'Élise, ou peut-être plus sincères. Ces mots simples avaient ouvert une brèche dans l'armure qu'il s'était forgée au fil des années. Dans l'ascenseur qui le menait au 5e étage, il croisa Dr Patricia Vidal, chef du service de cardiologie pédiatrique, une femme de 50 ans aux cheveux gris acier et au regard perçant. « Théo, j'ai appris que vous aviez brillé aux urgences hier soir, » dit-elle en ajustant ses lunettes. « Monsieur Chabert s'en sort bien grâce à votre diagnostic rapide. »« Un travail d'équipe, » répondit-il machinalement, mais l'image d'Élise tenant la main de la patiente âgée lui revenait en mémoire. Au fait, nous avons reçu plusieurs CV pour le poste d'infirmière coordinatrice en cardiologie. J'aimerais avoir votre avis. Vous connaissez peut-être Élise Garot? Elle a postulé. Excellente référence, mais... Patricia marqua une pause significative. Mais elle vient de Villeurbanne, formation dans le public, pas dans le privé. Je ne suis pas sûr qu'elle corresponde au standing habituel de notre service. Théo sentit une irritation inattendue monter en lui. Le standing? Nous parlons de compétences médicales ou de codes postaux, Patricia? Docteur Vidal le regarda avec surprise. Bien sûr que nous parlons de compétences, mais vous savez comme moi que nos patients privés ont certaines attentes. L'ascenseur s'ouvrit au 5e étage. Théo sortit sans répondre, laissant Patricia perplexe devant sa réaction inhabituelle. Dans son bureau, il ne put se concentrer sur ses dossiers. Par la fenêtre, il apercevait les quartiers populaires de Villeurbanne au loin, ces tours HLM qu'il n'avait jamais visitées mais dont Élise était originaire. Une idée folle lui traversa l'esprit, et s'il allait voir par lui-même? À l'heure du déjeuner, au lieu de se rendre au restaurant habituel avec ses confrères, Théo prit sa voiture et roula vers Villeurbanne. Il n'avait aucune excuse rationnelle pour ce détour, seulement une curiosité qui le dévorait. Le contraste était saisissant. Fini le Lyon bourgeois des quais de Saône, avec ses façades haussmanniennes et ses boutiques de luxe. Ici, les immeubles de béton se dressaient vers un ciel gris, et les visages qu'il croisait portaient souvent les marques d'une vie plus rude. Il gara sa Porsche devant un petit café appelé « Chez Mamie Lucette » et entra, attirant immédiatement les regards curieux des habitués. Le décor était simple, tables en formica, chaises dépareillées, mais une chaleur humaine palpable régnait dans ce lieu modeste. « Vous êtes perdu, mon brave ?» demanda une femme d'une 60aine d'années aux cheveux teints en roux qu'il supposa être Mamie Lucette. « Non, j'aimerais juste un café, s'il vous plaît. »« Un café, ça peut s'arranger. Vous n'êtes pas du quartier, ça se voit. »
Théo s'installa à une table près de la fenêtre et observa la vie qui s'écoulait dehors. Des mères poussant des landaux, des adolescents traînant devant un centre commercial vétuste, des hommes en bleu de travail rentrant de leur service matinal. Une humanité brute, authentique, si différente des salons feutrés qu'ils fréquentaient. « Dites-moi, vous ne connaîtriez pas une certaine Élise Garot ?» demanda-t-il à mamie Lucette quand elle apporta son café. Le visage de la femme s'illumina instantanément. « Notre Élise, bien sûr que je la connais. Une perle, cette petite. Elle vient ici chaque dimanche avec sa mère pour le déjeuner. Pourquoi vous la cherchez? Nous travaillons ensemble à l'hôpital. » « Ah, vous êtes médecin ?» Mamie Lucette s'assit en face de lui, visiblement ravie d'avoir de la conversation. « Élise nous a toujours dit qu'elle travaillerait avec les meilleurs docteurs un jour. Elle a eu du mérite, vous savez. Père parti quand elle était petite, mère femme de ménage. Mais cette gamine têtue comme une mule, elle a étudié, bossé, fait des ménages elle aussi, pour payer ses études. » Théo écoutait, fasciné par ce portrait d'une femme qu'il commençait à peine à découvrir. « Elle aurait pu partir d'ici, avec ses diplômes, » continua mamie Lucette. « Mais non, elle a voulu rester près de sa mère, aider les gens du quartier. Elle fait du bénévolat au centre de soins. Elle... » « Excusez-moi » l'interrompit une voix familière. Théo se retourna et sentit son cœur manquer un battement. Élise se tenait à l'entrée du café, vêtue d'un jean simple et d'un pullover bleu marine, ses cheveux détachés encadrant son visage. Elle le regardait avec un mélange de surprise et de curiosité. « Docteur Moncler, que faites-vous ici ?» Il se leva maladroitement, renversant presque sa tasse. « J'étais dans le quartier et... il me demandait de tes nouvelles, » intervint mamie Lucette avec un sourire complice. « Un si gentil docteur. Élise, tu ne m'avais pas dit que tu travaillais avec des hommes si... distingués. » Élise rougit légèrement. « Mamie Lucette, s'il vous plaît. »« Asseyez-vous donc avec nous, mademoiselle Garot, » dit Théo, retrouvant un peu de contenance. « Si vous en avez le temps. » Elle hésita un instant, puis s'installa à leur table. Mamie Lucette repartit chercher un autre café, les laissant seuls dans un silence gêné. « Je n'aurais pas dû venir, » finit par dire Théo. « C'est inapproprié. »« Pourquoi inapproprié ?» demanda Élise, le regardant droit dans les yeux. « Vous avez le droit de prendre un café où bon vous semble. Vous savez bien que ce n'est pas si simple. À cause de la différence sociale, vous voulez dire ?» Sa voix était calme, mais Théo y décela une pointe de défi. « Vous pensez qu'un chirurgien renommé ne devrait pas traîner dans les cafés de banlieue ? » « Ce n'est pas ce que je pense, » protesta-t-il. « C'est ce que pensent les autres. Et vous, qu'est-ce que vous pensez vraiment ?» Cette question directe le déstabilisa. Depuis quand quelqu'un lui demandait-il ce qu'il pensait vraiment, au-delà des convenances et des attentes? « Je pense, » dit-il lentement, « que j'ai passé tellement d'années à faire ce qu'on attendait de moi que j'ai oublié qui j'étais réellement. » Élise le regarda avec une intensité nouvelle, comme si elle venait de voir quelque chose qu'elle cherchait depuis longtemps. « Et qui étiez-vous avant ?»« Un gamin qui voulait sauver le monde, » murmura-t-il avec un sourire amer. « Qui croyait que la médecine pouvait changer les choses, rendre justice aux plus faibles. Qu'est-ce qui vous a fait changer ?» Théo resta silencieux un long moment, regardant par la fenêtre les enfants qui jouaient dans la cour de l'école d'en face. « Ma mère est morte quand j'avais 15 ans. Cancer du sein, très agressif. Malgré tous les moyens, tous les meilleurs spécialistes, mon père m'a dit ce jour-là que l'émotion était un luxe qu'un médecin ne pouvait pas se permettre. Que si je voulais vraiment sauver des vies, je devais apprendre à ne pas m'attacher. » Il se trompait, dit doucement Élise. « Peut-être. » Il la regarda. « Vous me faites repenser à ce gamin d'avant. » Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois depuis des années, Théo sentit quelque chose se réchauffer dans sa poitrine, une sensation qu'il avait presque oubliée. Les jours qui suivirent cette rencontre inattendue chez mamie Lucette, Théo se surprit à chercher Élise dans les couloirs de l'hôpital. Leurs échanges restaient purement professionnels en surface. Mais chaque regard, chaque parole échangée portait désormais une charge émotionnelle nouvelle. Un mardi matin pluvieux, alors qu'il terminait sa tournée matinale, Théo la trouva dans la chambre 312, au chevet d'une patiente âgée. Madame Bertin, 82 ans, venait de subir une opération délicate du cœur.
Officiellement, elle était tirée d'affaire, mais Théo savait que le plus dur restait à venir, la convalescence, souvent difficile à cet âge. « Comment va-t-elle » demanda-t-il en s'approchant du lit. « Physiquement, elle récupère bien », répondit Élise sans quitter des yeux la vieille dame endormie. « Mais moralement, elle n'a personne, docteur. Pas de famille, pas de visite. Elle me disait hier qu'elle se demande pourquoi elle se bat pour guérir. » Ces mots touchèrent Théo plus profondément qu'il ne l'aurait voulu. Dans sa pratique quotidienne, il s'était habitué à ne voir que l'aspect technique de la médecine. Réparer, suturer, guérir. L'aspect humain, il l'avait délégué aux autres, se protégeant derrière sa réputation d'excellence chirurgicale. « Vous lui rendez visite souvent ?»« Chaque jour après mon service. Je lui lis le journal, ou parfois on joue aux cartes. » Élise sourit tendrement en regardant la patiente. Elle me raconte sa jeunesse, ses amours perdus. C'est une femme fascinante, vous savez. Elle a été résistante pendant la guerre. Vous faites cela pour tous vos patients, pour ceux qui en ont besoin. Elle se tourna vers lui, et il vit dans ses yeux cette flamme qui l'avait frappé dès leur première rencontre. Vous savez, docteur, parfois j'ai l'impression que nous oublions l'essentiel. Nous sauvons des vies, c'est formidable, mais nous laissons mourir les âmes. Cette phrase résonna en Théo comme un coup de tonnerre. Combien de patients avait-il opéré avec succès sans jamais prendre le temps de les connaître vraiment? Combien de vies avait-il techniquement sauvées sans se soucier de ce qui les rendait dignes d'être vécues? Élise, commença-t-il, puis s'arrêta, réalisant qu'il l'avait encore appelée par son prénom. Cette fois, elle ne fit pas semblant de ne pas le remarquer. Un sourire presque imperceptible effleura ses lèvres. « Vous pouvez m'appeler Élise, docteur Moncler. Nous ne sommes pas en salle d'opération. Dans ce cas, appelez-moi Théo. » Ce simple échange de prénoms créa entre eux une intimité nouvelle, fragile, mais réelle. Ils restèrent un moment silencieux, conscients tous les deux qu'une ligne venait d'être franchie. « Théo » dit doucement Élise, goûtant son prénom comme s'il avait une saveur particulière. « Cela vous dirait-il de prendre un café avec moi après le travail? Pas à l'hôpital, quelque part de neutre. » Le cœur de Théo s'accéléra. C'était exactement ce qu'il espérait et craignait à la fois. « J'aimerais beaucoup, mais ma situation est compliquée. Je ne voudrais pas vous donner de faux espoirs ou vous compromettre. » Élise le regarda avec cette franchise directe qui la caractérisait. « Je ne vous demande pas de m'épouser, Théo, juste de prendre un café et de parler. Deux êtres humains qui apprennent à se connaître. C'est si terrible. » Il sourit malgré lui. « Quand vous le dites comme ça, parfait. Vous connaissez le café des négociants, sur les quais de Saône? 18 heures. » L'après-midi passa avec une lenteur exaspérante. Théo se surprit à regarder sa montre toutes les 10 minutes, partagée entre l'impatience et l'angoisse. Que faisait-il? Lui, l'homme de devoir, le fils exemplaire, était en train de s'engager sur un chemin qu'il ne maîtrisait pas. À 17h45, il quitta l'hôpital et se dirigea vers les quais. Le café des négociants était un petit établissement au charme désuet, fréquenté par un mélange d'étudiants et d'habitués du quartier, loin du monde feutré des grands restaurants où il avait ses habitudes. Élise était déjà là, assise près de la fenêtre, regardant la Saône couler paresseusement entre les péniches amarrées. Elle avait troqué sa blouse d'infirmière contre une robe simple de couleur bordeaux qui faisait ressortir la couleur noisette de ses yeux. « Vous n'avez pas changé d'avis, » dit-elle en le voyant approcher. « J'ai failli, avoua-t-il en s'asseyant face à elle. Plusieurs fois même. Qu'est-ce qui vous a fait venir quand même ?» Théo réfléchit un instant. « La curiosité, je crois. Cela fait si longtemps que je n'ai pas eu une vraie conversation avec quelqu'un. Une conversation où je peux dire ce que je pense vraiment. » « Et qu'est-ce que vous pensez vraiment, Théo ?» Cette question, encore. Mais cette fois, dans l'intimité de ce petit café, avec cette femme qui le regardait sans jugement, il se sentit capable d'être sincère. « Je pense que j'ai construit ma vie comme une belle façade, mais qu'il n'y a rien derrière. Je pense que je suis devenu exactement ce que mon père voulait que je sois, et que j'ai oublié qui je voulais être moi. Et qui vouliez-vous être ? Un médecin qui soigne pour de bonnes raisons, pas pour le prestige ou l'argent, mais parce que c'est juste. » Il la regarda. « Comme vous.
Élise rougit légèrement. Je ne suis pas un modèle, Théo. J'ai mes faiblesses aussi. Lesquelles? Je m'attache trop facilement. Je prends les problèmes des autres sur mes épaules. Et parfois, elle hésita. Parfois, je tombe amoureuse d'hommes inaccessibles. Le silence qui suivit fut chargé d'électricité. Théo sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Élise. Je sais, l'interrompit-elle doucement. Vous n'avez rien promis, vous ne me devez rien, mais j'avais besoin de vous dire que ce que je ressens pour vous dépasse le cadre professionnel. Théo tendit la main à travers la table et effleura la sienne. Ce contact, simple et chaste, les électrisa tous les deux. « Moi aussi », murmura-t-il. Et c'est bien le problème. Les semaines qui suivirent leur premier café furent empreintes d'une tension délicieuse et dangereuse. Théo et Élise développèrent un langage secret, fait de regards furtifs, de frôlements accidentels dans les couloirs et de conversations à double sens qui n'échappaient pas totalement aux autres membres du personnel. Un vendredi soir, alors que l'hôpital se vidait de son agitation diurne, Théo monta sur le toit terrasse du bâtiment, un endroit qu'il avait découvert lors de ses études d'interne et où il venait parfois réfléchir. À sa grande surprise, il y trouva Élise, accoudée à la balustrade, contemplant les lumières de Lyon qui s'allumaient une à une dans le crépuscule. « Vous connaissez cet endroit » demanda-t-il en s'approchant. « Je l'ai découvert par hasard la semaine dernière » répondit-elle sans se retourner. « C'est magnifique, n'est-ce pas? De là-haut, toutes les différences s'estompent. Les quartiers riches, les quartiers pauvres, on ne voit plus qu'une seule ville. » Et Théo s'accouda près d'elle, assez proche pour sentir son parfum discret mêlé à l'air frais du soir. « C'est exactement pour cette raison que j'aime venir ici. Cette perspective change tout. »« Votre perspective sur quoi a changé récemment ?» demanda-t-elle en se tournant vers lui. « Sur beaucoup de choses. Sur mon travail, sur ma vie, sur moi-même. » Il marqua une pause. « Sur ce qui compte vraiment. » Élise le regarda intensément. Dans la lumière dorée du couchant, ses yeux semblaient encore plus profonds. « Et qu'est-ce qui compte vraiment, Théo ?»« Vous » dit-il simplement, surpris par sa propre audace. Le mot flotta entre eux comme une confession longtemps retenue. Élise ferma les yeux un instant, comme pour savourer cette déclaration inattendue. « Théo » commença-t-elle, « je sais que c'est compliqué. Je sais que je n'ai pas le droit de vous dire cela. Mais c'est plus fort que moi. Depuis notre rencontre, j'ai l'impression de me réveiller d'un long sommeil. Et moi, j'ai l'impression de rêver, murmura-t-elle. Un rêve dangereux, dont je ne veux pas me réveiller. » Ils se rapprochèrent instinctivement, attirés par une force magnétique qu'ils ne pouvaient plus nier. Théo leva la main et caressa doucement la joue d'Élise. Elle ferma les yeux et s'appuya contre cette caresse comme une fleur se tourne vers le soleil. « Nous ne devrions pas, » chuchota-t-elle. « Je sais, » répondit-il en se penchant vers elle. Leur premier baiser fut tendre et hésitant, comme s'il craignait de briser quelque chose de précieux. Puis, emportés par l'émotion trop longtemps contenue, ils s'embrassèrent avec une passion qui les surprit, tous les deux. Quand ils se séparèrent, essoufflés, Théo posa son front contre celui d'Élise. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je ne sais pas, » avoua-t-elle. « Tout ce que je sais, c'est que je ne regrette rien. » Ils restèrent enlacés un long moment, regardant la nuit tomber sur Lyon, conscients que leur relation venait de franchir un point de non-retour. Le lundi suivant, l'atmosphère à l'hôpital avait subtilement changé. Théo remarqua les coups d'œil échangés entre les infirmières quand il passait, les conversations qui s'arrêtèrent brusquement à son approche. Dr Vidal l'interpella après la réunion du staff matinal. « Théo, puis-je vous voir dans mon bureau ?» Patricia Vidal ferma la porte derrière eux et se dirigea vers son fauteuil avec cette démarche mesurée qui annonçait une conversation sérieuse. « Il faut qu'on parle, » dit-elle sans préambule. « Il y a des rumeurs qui circulent. » « Quel genre de rumeurs ?»« Concernant vous et une certaine infirmière, Élise Garot. » Théo sentit son sang se glacer, mais s'efforça de garder un visage impassible. « Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. » « Théo, nous nous connaissons depuis 10 ans. Ne me prenez pas pour une idiote. » Patricia se pencha en avant. « Écoute, je ne juge pas. Vous êtes un homme libre, après tout. Mais vous devez comprendre que votre position dans cet hôpital, votre réputation, ma réputation,
Vous êtes le chef de service de chirurgie cardiaque, issu d'une famille respectée, promis à un brillant avenir. Cette fille, elle est charmante. Je n'ai rien contre elle, mais elle n'évolue pas dans le même monde que vous. Les gens parlent, Théo. Et quand les gens parlent, cela peut nuire à votre carrière. Et si je me fichais de ma carrière? Patricia le regarda avec stupéfaction. Pardon? Et si je me fichais de ce que pensent les gens? Si j'en avais assez de jouer le rôle qu'on attend de moi? Théo, vous délirez. Vous avez travaillé toute votre vie pour en arriver là. Vous n'allez pas tout gâcher pour... Pourquoi? Pour l'amour? Il se leva brusquement. Vous savez quoi, Patricia? Peut-être que c'est exactement ce dont j'ai besoin. Peut-être qu'il est temps que je commence à vivre pour moi plutôt que pour les attentes des autres. Il quitta le bureau en claquant la porte, laissant Patricia médusée. Dans le couloir, il croisa Élise qui transportait des dossiers médicaux. Leurs regards se croisèrent et il vit dans ses yeux qu'elle avait, elle aussi, entendu les murmures. « Théo, dit-elle doucement, il faut qu'on parle. » Ils se retrouvèrent dans une petite salle de réunion vide au 2e étage. Élise semblait troublée, moins assurée que d'habitude. « Les gens parlent, dit-elle sans détour. On nous a vus ensemble, sur la terrasse vendredi soir. Et alors? Alors, je ne veux pas que vous ayez des problèmes à cause de moi. Votre carrière, votre famille. Élise, regardez-moi. » Il prit ses mains dans les siennes. « Ma carrière, ma famille, tout cela m'a été imposé. Vous êtes la première chose que j'ai choisie par moi-même depuis des années. Mais à quel prix? Peu importe le prix. » Il la regarda intensément. « Je commence à comprendre qu'une vie sans amour, même brillante en apparence, n'est qu'une coquille vide. » Élise sentit ses yeux s'embuer. « Vous ne savez pas ce que vous dites. Vous ne connaissez pas les conséquences. Alors apprenez-les moi. Affrontons-les ensemble. » Elle se libéra doucement de son étreinte. « J'ai besoin de réfléchir, Théo. Tout va trop vite. » En la voyant partir, Théo sentit pour la première fois depuis longtemps le poids de l'incertitude. Pour une fois dans sa vie parfaitement ordonnée, il ne contrôlait plus rien. Et, paradoxalement, cette sensation lui donnait l'impression d'être enfin vivant. Ce soir-là, Théo rentra chez lui l'esprit en ébullition. Son appartement du 6e arrondissement, avec ses meubles design et sa vue imprenable sur le parc de la Tête d'Or, lui semblait soudain aussi froid qu'un musée. Il se servit un verre de whisky single malt et s'installa sur son canapé de cuir italien, tentant de mettre de l'ordre dans ses pensées chaotiques. Son téléphone sonna. Le nom « Père » s'afficha sur l'écran. Théo hésita un long moment avant de décrocher. « Bonsoir, Père. »« Théo. » Ah, la voix d'Étienne Moncler était aussi glaciale que d'habitude. « J'ai eu Patricia Vidal au téléphone il y a 1 heure. Elle semble inquiète de ton comportement récent. » Théo ferma les yeux. Patricia a tendance à dramatiser. « Vraiment? Elle m'a dit que tu te compromettais avec une infirmière de bas étage, que tu remettais en question ton avenir pour une passade. Ce n'est pas une passade. » Le silence qui suivit fut plus éloquent qu'un long discours. Quand Étienne reprit la parole, sa voix avait gagné en froideur. « Théo, tu as 38 ans. Il est temps que tu cesses ces enfantillages. Tu as des responsabilités envers ta famille, envers ton nom. Cette liaison ne peut pas continuer. Et si j'en décidais autrement? Tu sais très bien de quoi je suis capable. » La menace était voilée mais claire. Ta position à l'hôpital, tes financements de recherche, ton avenir, tout cela peut disparaître très rapidement. Et cette fille aussi peut avoir des problèmes professionnels. Théo sentit la rage monter en lui. Vous n'oseriez pas... Et c'est moi. La communication se coupa. Théo resta un long moment immobile, le téléphone à la main, mesurant l'ampleur de la tempête qui se préparait. Son père n'était pas homme à faire des menaces en l'air. Étienne Moncler avait des relations dans tout le milieu médical lyonnais, des moyens de pression redoutables. Le lendemain matin, Théo arriva à l'hôpital avec une détermination nouvelle. Il chercha Élise partout, mais on lui dit qu'elle avait pris une journée de congé. Inquiet, il récupéra discrètement son adresse dans les dossiers du personnel et se rendit chez elle après sa garde. Élise habitait un petit appartement au 3e étage d'un immeuble modeste de Villeurbanne. Quand elle ouvrit la porte, Théo fut frappé par sa pâleur et ses yeux rougis. « Théo, qu'est-ce que vous faites ici ?» Je pourrais vous poser la même question. Pourquoi n'étiez-vous pas au travail?
Elle s'effaça pour le laisser entrer. L'appartement était petit mais chaleureux, décoré avec goût malgré des moyens limités. Des livres de médecine s'empilaient sur une table basse, mélangés à des romans et des recueils de poésie. « Asseyez-vous » dit-elle en lui désignant un fauteuil usé, mais confortable. « Vous voulez un café? Élise, qu'est-ce qui se passe? Vous m'évitez ?» Elle soupira et s'assit en face de lui, serrant une tasse de thé entre ses mains, comme pour se réchauffer. « J'ai reçu un appel hier soir. Quelqu'un m'a expliqué très clairement que continuer à vous fréquenter nuirait à votre carrière et à la mienne. Qui? Peu importe qui. » Elle le regarda avec une tristesse infinie. « Théo, je vous l'ai dit dès le début, je ne veux pas être responsable de la destruction de votre vie. Vous ne détruisez rien, vous me donnez une raison de vivre. En vous coupant de votre famille, en ruinant votre réputation, en risquant de vous faire perdre votre poste ?» Elle secoua la tête. « Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme. » Théo se leva et s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Écoutez-moi bien, Élise. Toute ma vie, j'ai fait ce qu'on attendait de moi. J'ai été le fils parfait, l'étudiant brillant, le médecin respectable. Et savez-vous ce que cela m'a apporté? Une existence vide, froide, sans joie, véritable. Mais vous avez réussi. J'ai réussi quoi? À devenir un automate? À oublier ce que signifie être humain? » Il serra ses mains plus fort. « Depuis que je vous connais, j'ai l'impression de revivre. Mes patients ne sont plus des cas cliniques, ce sont des personnes. Mon travail a retrouvé un sens. Vous me rendez meilleure, Élise. » Elle avait les larmes aux yeux. « Et si nous nous trompions? Et si cette passion n'était qu'une illusion? Alors, nous nous serons trompés ensemble. Mais au moins, nous aurons été sincères avec nous-mêmes. » Élise se pencha vers lui et posa son front contre le sien. « J'ai si peur, Théo. Peur de vous perdre, peur de vous faire du mal. La seule chose qui pourrait me faire du mal, c'est de vous perdre. » Ils s'embrassèrent avec une tendresse désespérée, conscients que les obstacles qui se dressaient devant eux étaient énormes. Mais pour la première fois depuis des jours, ils se sentaient unis face à l'adversité. « Alors qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Élise quand ils se séparèrent. « On se bat. » Théo la regarda avec une détermination qu'elle ne lui avait jamais vue. « Je ne laisserai personne décider de ma vie à ma place. Plus jamais. Même si cela signifie tout perdre. J'ai déjà tout perdu le jour où j'ai cessé d'écouter mon cœur. » Il sourit. « Il est temps que je le récupère. » Élise se blottit contre lui, et ils restèrent ainsi enlacés un long moment, puisant dans cette étreinte la force d'affronter la tempête qui s'annonçait. Dehors, Lyon s'illuminait dans la nuit, indifférente aux drames humains qui se jouaient dans ses murs. Mais dans ce petit appartement de Villeurbanne, deux cœurs battaient à l'unisson, décidés à ne plus se laisser séparer. Le lendemain, en arrivant à l'hôpital, Théo remarqua immédiatement l'atmosphère tendue. Les conversations s'arrêtaient sur son passage, les regards se détournaient. Docteur Vidal l'attendait près de l'ascenseur, le visage grave. « Théo, il faut qu'on parle, urgence !» Dans son bureau, elle lui tendit une enveloppe officielle. « C'est arrivé ce matin, de la direction générale. » Théo ouvrit l'enveloppe avec des mains qui tremblaient légèrement. À l'intérieur, une convocation pour un conseil disciplinaire prévu le surlendemain. Motif: conduite incompatible avec l'éthique professionnelle. « Patricia, je suis désolé, Théo, j'ai essayé de les dissuader, mais la pression vient d'en haut, très haut. » Elle le regarda avec compassion. « Il est encore temps de tout arrêter, de présenter des excuses, de promettre que cela ne se reproduira plus. » Théo froissa lentement la convocation. « Non, non, non !» Il se leva, plus déterminé que jamais. « Pour une fois dans ma vie, je vais faire ce qui est juste. » Le jour du conseil disciplinaire arriva plus vite que Théo ne l'avait espéré. Dans la salle de réunion austère du 7e étage, 5 visages graves l'attendaient. Le directeur général de l'hôpital, Dr Marcel Dubois, le chef du personnel, 2 représentants du conseil d'administration et son propre père, Étienne Moncler, en tant que membre influent du conseil de surveillance. « Asseyez-vous, docteur Moncler », dit froidement docteur Dubois, un homme corpulent aux cheveux gris qui dirigeait l'établissement depuis 15 ans. Théo prit place face à ce tribunal improvisé, remarquant que son père évitait soigneusement son regard.
L'atmosphère était glaciale, chargée d'une hostilité à peine voilée. Nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner des accusations graves concernant votre conduite professionnelle, continua Dr Dubois en ouvrant un dossier. Il semblerait que vous entreteniez une relation inappropriée avec une subordonnée, mademoiselle Élise Garot, infirmière de votre service. Une relation inappropriée, répéta Théo, gardant son calme malgré la colère qui montait en lui. En quoi mes sentiments privés concernent-ils ce conseil? Docteur Moncler, intervint le chef du personnel, vous n'ignorez pas que les relations hiérarchiques au sein de l'hôpital sont strictement encadrées. Une liaison entre un chef de service et une infirmière place cette dernière dans une position délicate et peut créer des tensions dans l'équipe. Mademoiselle Garot ne travaille pas directement sous mes ordres. Elle dépend du service de cardiologie générale. Allons, Théo, dit enfin Étienne Moncler, brisant son silence. Ne jouons pas sur les mots. Tout le monde sait que votre influence s'étend bien au-delà de votre service strict. Cette liaison compromet votre objectivité professionnelle et nuit à l'image de l'établissement. Théo regarda son père avec un mélange de tristesse et de colère. Mon objectivité professionnelle? Père, depuis que je connais Élise, mon travail n'a jamais été aussi bon. Je me préoccupe davantage de mes patients, je prends le temps de les écouter. Justement, l'interrompit Dr Dubois. Plusieurs collègues ont noté un changement dans votre comportement. Vous passez plus de temps avec les patients qu'auparavant. Vous remettez en question certaines procédures établies, parce que certaines procédures sont inhumaines. Théo se leva brusquement. Nous traitons nos patients comme des numéros de dossier. Nous avons oublié que derrière chaque pathologie, il y a un être humain qui souffre. Le silence qui accueillit cette déclaration était assourdissant. Docteur Dubois échangea un regard inquiet avec Étienne Moncler. « Docteur Moncler, dit lentement le directeur, votre évolution philosophique est préoccupante. Nous dirigeons un établissement de soins de pointe, pas un centre social. Nos patients nous font confiance pour notre excellence technique, pas pour nos états d'âme. Et si l'excellence technique allait de pair avec l'humanité, rétorqua Théo, et si soigner vraiment signifiait prendre en compte la personne dans sa globalité, ces considérations sont hors sujet, trancha Étienne Moncler. Nous sommes ici pour parler de votre conduite, pas de vos théories philanthropiques. Docteur Dubois reprit le dossier. Docteur Moncler, nous vous proposons une solution amiable. Vous mettez fin immédiatement à cette liaison, vous présentez des excuses publiques à l'équipe soignante, et cette affaire en reste là. En échange, nous garantissons que mademoiselle Garot ne subira aucune conséquence professionnelle. Et si je refuse, alors nous serons contraints de prendre des mesures disciplinaires sévères, suspension temporaire, révision de votre statut de chef de service. Et nous ne pourrons plus protéger mademoiselle Garot des conséquences de cette affaire. La menace était claire. Théo sentit le piège se refermer sur lui. Il le mettait devant un choix impossible, renoncer à Élise ou la voir souffrir des conséquences de leur relation. « J'aimerais parler à mademoiselle Garot avant de prendre ma décision, dit-il finalement. « Impossible, répondit sèchement Dr Dubois. Elle a été placée en congé temporaire le temps que cette affaire soit réglée. »« Quoi ?» Théo se leva d'un bond. « Vous n'avez pas le droit !»« Nous avons tous les droits, dit froidement son père, et nous les utiliserons si nécessaire. » Théo regarda tour à tour les visages impassibles de ses juges. Ces hommes qu'il côtoyait depuis des années, qu'il respectait, lui apparaissaient soudain sous un jour nouveau. Il voyait leurs calculs froids, leur mépris à peine dissimulé pour tout ce qui échappait à leur contrôle. « Vous savez quoi ?» dit-il en se dirigeant vers la porte. « Gardez votre solution amiable. »« Théo !» appela son père. « Réfléchis bien. Tu es en train de jeter ta carrière par les fenêtres pour une passade. » Théo se retourna, le regard incandescent. « Une passade. Père, pour la première fois de ma vie, j'aime quelqu'un, vraiment. Et vous appelez cela une passade. L'amour est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre, » répliqua Étienne Moncler. « Nous avons des responsabilités, un nom à préserver. »« Votre nom, vos responsabilités !» explosa Théo. « Et moi, dans tout cela ? Et mon bonheur ? Et ma vie ? Quand aurai-je le droit de vivre pour moi ? Tu vis dans un monde de rêve, mon fils. Il est temps de redescendre sur terre. » Non. Théo ouvrit la porte. « Il est temps que je commence enfin à vivre. » Il claqua la porte derrière lui.
laissant le conseil disciplinaire dans un silence stupéfait. Dans le couloir, ses jambes tremblaient, mais il se sentait étrangement libéré. Pour la première fois depuis l'enfance, il venait de dire non à son père. Non aux attentes, non au système qui l'étouffait depuis des années. Il fallait qu'il trouve Élise. Tout de suite, l'appartement de Villeurbanne était silencieux quand il sonna. Personne ne répondit. Paniqué, Théo se rendit chez mamie Lucette, qui l'accueillit avec un sourire inquiet. « Docteur, Élise vous cherche partout. Elle est partie chez sa mère avec une valise. Elle pleurait. Où habite sa mère? Cité des Érables, bâtiment C. Mais docteur, elle disait qu'elle ne voulait plus vous voir, qu'elle vous avait fait assez de mal comme ça. » Théo sentit son cœur se serrer. « Merci, mamie Lucette. » Il courut vers sa voiture. Une seule pensée en tête, rattraper Élise avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'elle ne disparaisse de sa vie pour toujours. La cité des Érables se dressait dans la grisaille de fin d'après-midi comme un monument à la résignation sociale. Théo gara sa Porsche entre deux voitures fatiguées, conscient que son véhicule de luxe jurait dans ce décor de béton et de fenêtres aux volets tirés. Le bâtiment C était le plus délabré du complexe, ses murs tagués racontant les frustrations d'une jeunesse oubliée. Au 4e étage, il trouva l'appartement marqué « Garot » et frappa doucement. Une femme d'une 50aine d'années lui ouvrit, ses traits fatigués, rappelant ceux d'Élise, en plus marqués par la vie. Michel Garot avait les mêmes yeux noisettes que sa fille, mais voilés par une méfiance instinctive. « Vous devez être le docteur, » dit-elle sans préambule. « Élise m'a parlé de vous. Madame Garot, je dois la voir. Elle ne veut voir personne, surtout pas vous. » Michel croisa les bras. « Vous avez fait assez de dégâts comme ça. S'il vous plaît, écoutez, docteur, » l'interrompit-elle avec une fermeté qui rappelait celle de sa fille. « Ma fille a passé sa vie à se battre pour s'en sortir. Elle a travaillé jour et nuit pour devenir infirmière. Elle s'est saignée aux 4 veines pour payer ses études. Et maintenant, à cause de votre amourette, elle risque de tout perdre. Ce n'est pas une amourette. » « Ah non ?» Michel eut un rire amer. « Et vous allez faire quoi? L'épouser? La présenter à votre famille ?» Théo resta silencieux, frappé par la justesse cruelle de ces questions. « C'est bien ce que je pensais, » continua Michel. « Vous vous amusez avec ma fille, et quand les choses se compliquent, vous rentrez dans votre beau monde et nous, on ramasse les morceaux. Vous vous trompez, » dit Théo avec une conviction qui le surprit lui-même. « Je l'aime, vraiment, et je suis prêt à tout quitter pour elle. » Michel le scruta longuement, cherchant dans ses yeux la trace d'un mensonge. « Tout quitter? Votre poste, votre argent, votre famille? Si c'est le prix à payer pour être avec elle, oui. Maman ?» La voix d'Élise venait du fond du couloir. « Avec qui tu parles? »« Avec quelqu'un qui prétend aimer plus que sa propre vie, » répondit Michel, sans quitter Théo des yeux. Élise apparut dans l'encadrement de la porte, vêtue d'un vieux jean et d'un pullover trop grand pour elle. Ses yeux étaient rougis, ses cheveux en désordre. Malgré cela, ou peut-être à cause de cette vulnérabilité, Théo la trouva plus belle que jamais. « Théo ?» Elle semblait ne pas croire à sa présence. « Qu'est-ce que tu fais ici? Je te cherche. » Il fit un pas vers elle. « Il faut qu'on parle. Il n'y a rien à dire. » Élise détourna le regard. « Tout est fini entre nous. Je ne veux plus te voir. » Élise. « Non !» Elle le regarda avec des yeux brillants de larmes contenues. « Tu ne comprends pas? J'ai perdu mon travail. Ils m'ont dit que je ne retrouverais jamais de poste dans un hôpital lyonnais si je continuais à te voir. Nous trouverons une solution. » « Quelle solution ?» Sa voix se brisa. « Tu crois qu'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche? Tu crois que ton monde et le mien peuvent se mélanger comme ça ?» Théo s'approcha d'elle, ignorant la présence de Michel, qui observait la scène avec attention. « Élise, écoute-moi. Ce matin, j'ai tout quitté. Mon poste, ma famille, mes privilèges. Tout. » « Quoi ?» Élise le regarda avec stupéfaction. « J'ai refusé leurs ultimatums. J'ai dit à mon père ce que j'avais sur le cœur depuis des années. » Il prit ses mains dans les siennes. « Je ne veux plus vivre dans leur monde, Élise. Je veux construire le nôtre. Tu as vraiment fait ça? Pour toi, pour nous. » Il sourit tendrement. « Tu m'as appris que la vraie médecine, ce n'est pas la technique froide qu'on m'a enseignée. C'est soigner avec le cœur. Et j'ai envie d'apprendre, Élise. J'ai envie d'être un meilleur médecin, un meilleur homme. Avec toi. »
Élise fondit en larmes et se jeta dans ses bras. Ils s'étreignirent longuement, retrouvant dans cette étreinte la force qui leur avait manqué pendant ces jours de séparation. « Mais qu'est-ce qu'on va faire ?» sanglota-t-elle contre son épaule. « Nous n'avons plus rien, plus de travail, plus d'avenir. Nous avons l'essentiel, » murmura Théo en caressant ses cheveux. « Nous avons. » Michel, qui avait observé cette scène en silence, s'approcha d'eux. « Ah, docteur !» dit-elle avec une douceur nouvelle dans la voix. « Vous parlez sérieusement? Vous êtes vraiment prêt à recommencer à zéro ?» Théo regarda cette femme qui avait élevé seule la femme qu'il aimait, qui avait sacrifié sa propre vie pour offrir un avenir à sa fille. « Madame Garot, j'ai vécu 38 ans dans le mensonge et la facilité. Il est temps que j'apprenne ce que signifie vraiment se battre pour ce qui compte. » Maman, dit Élise en se tournant vers sa mère, je sais que tu as peur pour moi, mais j'aime cet homme. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression qu'on peut construire quelque chose de vrai ensemble. Michel soupira et regarda alternativement sa fille et Théo. D'accord, mais à une condition. Laquelle? Demandèrent-ils en chœur. Que vous me montriez que cet amour peut survivre aux difficultés. Parce que, croyez-moi, vous allez en avoir. Elle les regarda avec gravité. Le monde ne pardonne pas facilement à ceux qui transgressent les règles. Nous le savons, dit Théo, mais nous sommes prêts. Dans ce cas, Michel sourit pour la première fois. Asseyez-vous. On va boire un café et réfléchir à la suite, parce que si vous voulez vraiment vous en sortir, vous allez avoir besoin d'un plan. Ils passèrent la soirée dans la petite cuisine de Michel, à parler, à rêver, à imaginer leur avenir. Pour la première fois depuis longtemps, Théo se sentait à sa place. Loin des salons feutrés et des dîners mondains, dans cette HLM de Villeurbanne, il découvrait enfin le goût de l'authenticité. « J'ai une idée », dit-il soudain, vers minuit. « Et si nous créions notre propre centre de soins ?» Élise et Michel le regardèrent avec surprise. « Un centre médical dans un quartier populaire », continua-t-il, ses yeux brillants d'excitation. « Accessible à tous, sans distinction de moyens. Avec une vraie approche humaine. »« Avec quel argent ?» demanda pratiquement Michel. « J'ai des économies, beaucoup d'économies. » Théo sourit. « Et pour la première fois de ma vie, je sais exactement comment je veux les utiliser. » Élise le regarda avec une admiration nouvelle. « Tu ferais vraiment ça ?»« Nous le ferions, » corrigea-t-il en prenant sa main. « Ensemble. » Et dans cette petite cuisine éclairée par un néon vacillant, 3 personnes de mondes différents commencèrent à tisser les fils d'un rêve qui changerait leur vie à jamais. 3 semaines après cette soirée décisive chez Michel Garot, Théo et Élise arpentaient les rues du quartier de Montplaisir à la recherche du local parfait pour leur futur centre médical. L'automne lyonnais colorait les feuilles des platanes d'or et de cuivre, créant une atmosphère de renouveau qui collait parfaitement à leur état d'esprit. « Regardez » dit Élise en s'arrêtant devant un ancien café désaffecté. Celui-ci pourrait faire l'affaire. Le local était spacieux, avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer une lumière généreuse. Un panneau à louer, pendant tristement devant la vitrine poussiéreuse. Théo colla son visage contre la vitre, imaginant déjà l'aménagement. Une salle d'attente chaleureuse, des bureaux de consultation, peut-être même une petite pharmacie sociale. « Il est parfait », murmura-t-il. « On peut voir l'intérieur ?» Ils contactèrent le propriétaire, M. Dubois, sans rapport avec le directeur de l'hôpital, un homme dans la soixantaine qui avait tenu ce café pendant 40 ans avant de prendre sa retraite. Quand il apprit leur projet, ses yeux s'illuminèrent. Un centre médical dans le quartier? Ah, ça c'est une bonne idée. Mes anciens clients se plaignent toujours du manque de médecins par ici. Faut prendre 3 bus pour voir un spécialiste. La visite confirma leur première impression. L'espace était modulable, bien situé, accessible en transport en commun. Et surtout, M. Dubois, séduit par leur projet, accepta de leur faire un prix préférentiel sur le loyer. « Vous savez, » dit-il en leur serrant la main, mon café était un lieu de rencontre, de partage. J'aimerais bien qu'il redevienne un endroit où les gens se sentent chez eux. En rentrant chez Élise, Théo avait quitté son appartement du 6e pour s'installer provisoirement dans le petit 2 pièces de Villeurbanne. Ils trouvèrent Michel en grande conversation avec une femme qu'ils ne connaissaient pas. « Ah, vous voilà !»
dit Michel en les accueillant. Je vous présente Dr Amélie Renard. Elle travaillait avec Élise à l'hôpital Édouard Herriot avant d'être réaffectée. Dr Renard était une femme d'une quarantaine d'années aux cheveux châtains parsemés de fils d'argent, avec un regard intelligent et des mains fines de chirurgienne. Elle se leva pour les saluer et Théo remarqua immédiatement la fatigue dans ses yeux. « Docteur Moncler, dit-elle avec un sourire triste, votre réputation vous précède. Michel m'a parlé de votre projet. Vous êtes spécialisé dans quoi? Demanda Théo en s'asseyant. Médecine générale et gynécologie. Amélie marqua une pause. Ou plutôt, j'étais spécialisé. Il semblerait que mes méthodes soient trop humaines pour certains établissements. Élise et Théo échangèrent un regard. Comment ça? J'ai eu le malheur de critiquer publiquement le manque de suivi postpartum dans les maternités surchargées. J'ai organisé des consultations gratuites pour les femmes en difficulté. Résultat, mutation disciplinaire dans un service administratif. Amélie eut un rire amer. Il paraît que je nuisais à la rentabilité du service. Exactement le genre de médecin dont nous avons besoin, dit spontanément Théo. Vous me proposez de vous rejoindre. Si vous acceptez de recommencer avec nous, dans des conditions modestes, mais avec la liberté de soigner comme nous l'entendons. Amélie regarda tour à tour Théo, Élise et Michel. Vous savez que votre projet va déranger beaucoup de monde. Un centre médical-social. Ça fait de l'ombre au cabinet privé du quartier, sans compter les pressions administratives. Nous le savons, répondit Élise. Mais nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les inégalités d'accès aux soins. Dans ce cas, Amélie tendit la main à Théo. Comptez sur moi. Il est temps que quelqu'un remette l'humain au centre de la médecine. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Théo liquida ses investissements, vida ses comptes épargnes, vendit sa Porsche et ses montres de luxe. Élise se chargea des démarches administratives, naviguant dans la bureaucratie avec une détermination qui impressionnait même les fonctionnaires les plus blasés. Michel, de son côté, mobilisa tout le quartier. Elle organisait des réunions dans les centres sociaux, parlait du projet aux mères de famille qu'elle croisait au marché, convainquait les associations locales de les soutenir. « Ma fille et son docteur vont ouvrir un centre de soins pour nous », expliquait-elle avec fierté. « Plus besoin d'attendre 3 mois pour voir un spécialiste. » Petit à petit, le projet prenait forme. Un kinésithérapeute à la retraite, Jean-Claude Moreau, se proposa de donner quelques heures par semaine. Une psychologue fraîchement diplômée, Sarah Kim, accepta de rejoindre l'équipe à mi-temps. Même un dentiste, Dr Vincent Leroy, manifesta son intérêt. « Vous créez quelque chose d'unique », disait Dr Leroy lors d'une réunion dans l'ancien café en cours de rénovation. « Un vrai centre de santé pluridisciplinaire, accessible à tous. C'est révolutionnaire. » Mais tous les soutiens ne venaient pas sans contrepartie. Un soir, alors que Théo et Élise peignaient les murs de ce qui deviendrait la salle d'attente, Claire Duret apparut à la porte. « Bonsoir, Théo », dit-elle avec un sourire forcé. Théo posa son pinceau, surpris. « Claire, comment as-tu su où me trouver? Ton père m'a donné l'adresse. » Elle regarda autour d'elle avec un mélange de curiosité et de dédain. « Alors c'est ça ton nouveau projet? »« Claire, je te présente Élise, » dit Théo, en posant protectivement sa main sur l'épaule de sa compagne. Les deux femmes se jaugèrent en silence. Claire, impeccable dans son tailleur Chanel, et Élise, en jean taché de peinture, incarnaient 2 mondes que tout opposait. « Enchanté, » dit Claire avec une politesse glaciale. « Théo, je peux te parler en privé ?» Élise pressa doucement la main de Théo. « Je vais finir la peinture à l'étage. » Une fois seule, Claire se tourna vers Théo. « Ton père est inquiet, nous sommes tous inquiets. »« De quoi ? » ?»« De toi, de ce que tu deviens. » Elle désigna le local en rénovation. « Regarde-toi, Théo, tu as tout quitté pour... Quoi ? Pour jouer au Robin des Bois de la médecine ? Pour être enfin moi-même. »« Toi-même ?» Claire eut un rire incrédule. « Le Théo que je connais est un chirurgien brillant, respecté, promis à un grand avenir. Pas un militant de banlieue. Peut-être que tu ne me connaissais pas vraiment. » Claire s'approcha de lui, retrouvant soudain une douceur qu'il ne lui avait pas vue depuis longtemps. « Il est encore temps, Théo. Ton père peut arranger les choses, reprendre ton poste, oublier cette histoire.
Et Élise? Quoi, Élise? Claire haussa les épaules. Elle retrouvera du travail ailleurs. Vous vous amuserez quelque temps, puis vous vous lasserez. C'est inévitable, Théo. Vous n'êtes pas du même monde. Théo regarda cette femme qu'il avait côtoyée pendant des années, qu'il avait respectée, peut-être même aimée d'une certaine façon. Et il réalisa que malgré toutes ses qualités, Claire ne comprendrait jamais ce qu'il ressentait pour Élise. Tu te trompes, Claire. Nous sommes exactement du même monde, le monde de ceux qui croient que l'amour peut tout changer. L'amour? Claire eut un sourire amer. L'amour ne paie pas les factures, Théo. Il ne construit pas une carrière. Il donne un sens à tout le reste, l'interrompit-il doucement. Au revoir, Claire. Elle le regarda un long moment, puis tourna les talons et disparut dans la nuit lyonnaise. Théo la suivit des yeux, conscient qu'une page de sa vie venait définitivement de se tourner. L'ouverture du centre médical solidaire de Montplaisir était prévue pour le lundi 15 novembre. Théo et Élise avaient travaillé jour et nuit pendant 2 mois pour transformer l'ancien café en un véritable centre de santé. Les murs fraîchement peints dans des tons chaleureux, les équipements médicaux de seconde main mais parfaitement fonctionnels, les plantes vertes qui égayaient la salle d'attente, tout respirait une humanité que les hôpitaux traditionnels avaient souvent perdue. Le dimanche soir, la veille de l'inauguration, Théo ne trouvait pas le sommeil. Il arpentait les locaux vides, vérifiant une dernière fois que tout était en ordre. Dans quelques heures, ils allaient accueillir leur premier patient. L'angoisse et l'excitation se mêlaient dans sa poitrine. « Tu n'arrives pas à dormir non plus ?» demanda Élise en le rejoignant. Elle portait un vieux pullover de Théo, trop grand pour elle, et ses cheveux étaient ébouriffés par le sommeil. Dans la lumière tamisée du centre, elle lui parut plus belle que jamais. « J'ai peur », avoua-t-il en la prenant dans ses bras. « Et si nous échouions? Et si personne ne venait? Alors nous recommencerions, répondit-elle simplement. Mais regarde. Elle le mena vers la fenêtre qui donnait sur la rue. Tu vois? Théo regarda et eut le souffle coupé. Une petite file s'était déjà formée devant leur porte. Une dame âgée avec une canne, un homme en bleu de travail, une mère avec un enfant dans les bras. Des gens du quartier qui attendaient patiemment l'ouverture, certains depuis l'aube. « Ils ont confiance en nous, » murmura Élise. « Nous ne pouvons pas les décevoir. » Le lundi matin, à 8 heures précises, Théo ouvrit les portes du centre. La première patiente était Madame Bertin, l'octogénaire qu'Élise avait soignée à l'hôpital des mois plus tôt. « Docteur, mademoiselle Élise !» s'exclama-t-elle en les reconnaissant. « Je n'arrive pas à y croire. Vous avez vraiment fait ça. »« Bonjour, Madame Bertin, » dit Théo avec un sourire ému. « Comment vous sentez-vous ?»« Beaucoup mieux depuis que je sais que vous êtes là. Mon cœur bat mieux, vous savez. » Cette première consultation donna le ton de la journée. Patiente après patiente, Théo redécouvrait le plaisir de soigner sans contrainte, de prendre le temps d'écouter, d'expliquer, de rassurer. Docteur Renard gérait les urgences gynécologiques avec une douceur qui faisait pleurer de reconnaissance certaines femmes habituées à être bâclées dans les hôpitaux surchargés. Vers midi, alors que la salle d'attente était pleine à craquer, un homme en costume sombre fit son apparition. Théo le reconnut immédiatement. Maître Bertrand, avocat de l'ordre des médecins. « Docteur Moncler, dit-il d'un ton officiel, je viens effectuer une inspection de routine. » Théo sentit son sang se glacer, mais il garda son calme. « Bien sûr. Voulez-vous voir nos autorisations ?» Entre autres choses, l'inspection dura 3 heures. Maître Bertrand éplucha chaque document, vérifia chaque équipement, interrogea chaque membre de l'équipe. Il cherchait visiblement la faille qui lui permettrait de fermer le centre. « Vos installations sont conformes, » admit-il finalement avec une déception visible. « Mais attention, docteur Moncler, nous surveillerons de près vos activités. Le moindre écart et... » « Il n'y aura aucun écart, » répondit fermement Théo. « Nous respectons scrupuleusement toutes les réglementations. Après le départ de l'avocat, l'équipe se réunit dans l'ancienne arrière-cuisine du café, transformée en salle de repos. « Ils vont revenir, » dit Dr Renard avec inquiétude. « Et la prochaine fois, ils trouveront quelque chose. »« Pas forcément, » intervint Sarah Kim, la psychologue. « Nous devons juste être irréprochables, documenter chaque acte, suivre chaque procédure à la lettre, et continuer à soigner nos patients. »
ajouta Élise avec détermination. C'est pour ça qu'on est là. La première semaine fut un succès, au-delà de leurs espérances. Plus de 200 consultations, des remerciements émouvants, des familles entières qui retrouvaient l'espoir d'être soignées dignement. Mais le harcèlement administratif s'intensifiait. Contrôle, surprise, vérification de comptabilité, remise en question de leurs pratiques, chaque jour apportait son lot de tracasseries. Le vendredi soir, épuisés mais heureux, Théo et Élise fermaient le centre quand ils trouvèrent une enveloppe glissée sous la porte. À l'intérieur, une lettre anonyme aux mots venimeux « Arrêtez votre cirque ou vous le regretterez. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. » « Des concurrents ?» demanda Élise. « Ou mon père ?» murmura Théo. Il n'a jamais supporté de perdre. Cette nuit-là, ils furent réveillés par un bruit de verre brisé. Quelqu'un avait jeté une pierre dans la vitrine du centre, accompagné d'un message « Dernière chance. J'appelle la police », dit Élise en tremblant. « À quoi bon ?» Théo ramassait les débris de verre. « Ils ne trouveront jamais qui a fait ça. Et même s'ils trouvaient, cela ne changerait rien. Tu veux abandonner ?» Théo se redressa et la regarda droit dans les yeux. « Jamais. Mais nous devons être prêts à aller jusqu'au bout. » Le lundi suivant, malgré la vitrine provisoirement réparée avec du contreplaqué, les patients étaient encore plus nombreux. La nouvelle de l'attaque avait fait le tour du quartier, suscitant une vague de solidarité inattendue. « Vous ne partirez pas », dit avec fermeté M. Hassan, un commerçant du coin. « Nous avons besoin de vous, et nous vous protégerons. »« Comment ?» demanda Théo, touché par cet élan de soutien. « En veillant, en témoignant, en montrant à ces lâches qu'ils ne nous font pas peur. » Et effectivement, le soir même, une chaîne humaine se forma spontanément autour du centre. Des habitants du quartier qui se relayaient pour surveiller les lieux, des mères de famille qui apportaient du café aux veilleurs, des adolescents qui nettoyaient les tags apparus sur les murs pendant la nuit. « Regardez » dit Élise à Théo, depuis la fenêtre de leur bureau. « Nous ne sommes plus seuls. » En bas, dans la rue, Michel organisait les tours de garde avec l'autorité naturelle d'une générale en chef. Mamie Lucette distribuait des thermos de soupe aux bénévoles. Docteur Renard expliquait les premiers secours à un groupe de lycéens volontaires. « Non, » dit Théo en serrant Élise contre lui, « nous ne l'avons jamais été. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis l'ouverture du centre, ils dormirent paisiblement. Dehors, le quartier veillait. Et quelque part, dans cette solidarité inattendue, leur amour avait trouvé sa plus belle justification. Il avait réussi à créer quelque chose qui les dépassait, une communauté unie autour de valeurs communes. Mais Théo savait que ce n'était que le début. Les vraies épreuves les attendaient encore. Et au fond de lui, une petite voix lui murmurait que la prochaine attaque viendrait de là où il s'y attendait le moins. 3 mois après l'ouverture du centre, la routine s'était installée. Les consultations s'enchaînaient dans une atmosphère sereine. Les patients fidélisés recommandaient le centre à leurs proches, et même les médias locaux commençaient à s'intéresser à cette expérience sociale unique à Lyon. Théo et Élise avaient trouvé leur rythme, partageant leur temps entre les soins, la gestion administrative et les moments volés de tendresse dans l'intimité de leur petit appartement de Villeurbanne. Ce mardi de février, alors qu'une fine neige recouvrait les toits de Lyon d'un manteau blanc, Théo terminait une consultation avec Madame Chen, une immigrée chinoise qui peinait à se faire comprendre dans les hôpitaux traditionnels. Grâce aux efforts de Sarah Kim, qui parlait mandarin, la vieille dame avait enfin pu expliquer ses douleurs chroniques et recevoir un traitement adapté. « Merci, docteur », dit-elle, en serrant les mains de Théo avec une émotion palpable. « La première fois en France qu'un médecin me regarde dans les yeux. » Ces mots réchauffèrent le cœur de Théo plus qu'aucune distinction honorifique ne l'avait jamais fait. En raccompagnant Madame Chen, il aperçut une silhouette familière dans la salle d'attente, Dr Patricia Vidal, son ancienne collègue de Saint-Vincent. « Patricia ?» Il ne cachait pas sa surprise. « Que fais-tu ici ?»« J'aimerais te parler, Théo, en privé. » Son visage était grave, presque inquiet. Ils se rendirent dans le bureau de Théo, une petite pièce aménagée avec simplicité, mais où régnait une chaleur humaine que n'avaient jamais eu les bureaux luxueux de l'hôpital privé. « Ton centre fait parler de lui », commença Patricia en s'asseyant. « Dans le bon sens et dans le mauvais.
Le mauvais sens. Théo, tu déranges. Beaucoup. Patricia se pencha vers lui. Tes anciens collègues perdent des patients qui préfèrent venir ici. Les consultations privées du secteur voient leurs revenus diminuer. Et ton père? Mon père quoi? Il prépare quelque chose. Quelque chose de gros. Elle marqua une pause. J'ai appris qu'il avait engagé un détective privé pour fouiller dans la vie d'Élise. Il cherche n'importe quoi qui pourrait vous nuire. Théo sentit son sang se glacer. Un détective? Ça va plus loin, Théo. Il a des appuis politiques. Le maire, le préfet. Il fait pression pour qu'on trouve un prétexte de fermer votre centre. Hygiène, sécurité, normes administratives. Il passe tout au peigne fin. Nous respectons toutes les normes. Je le sais, mais ils peuvent toujours inventer quelque chose. Ou alors, Patricia hésita. Ou alors ils peuvent s'attaquer directement à Élise. Comment ça? Une ancienne patiente de l'hôpital a porté plainte contre elle, pour négligence présumée. L'affaire date d'il y a 6 mois, mais elle refait surface maintenant. Quelle coïncidence! Théo se leva brusquement, faisant les 100 pas dans le petit bureau. Quelle patiente? Madame Durand. Tu te souviens? Cette femme acariâtre qui trouvait à redire sur tout. Elle prétend qu'Élise lui a mal administré un traitement. C'est impossible. Élise est l'infirmière la plus consciencieuse que je connaisse. Je le sais, Théo. Nous le savons tous. Mais dans le contexte actuel... Patricia se leva et posa une main compatissante sur l'épaule de Théo. Je suis venu te prévenir parce que je vous respecte, toi et Élise. Ce que vous faites ici est admirable. Mais attention, Étienne Monclerc ne plaisante jamais quand il veut détruire quelqu'un. Après le départ de Patricia, Théo resta un long moment immobile, assommé par ces révélations. Son père était donc prêt à s'attaquer directement à Élise pour l'atteindre. Cette pensée le révolta, plus que toutes les pressions qu'il avait subies jusqu'alors. « Théo !» Élise apparut dans l'encadrement de la porte. « Tout va bien? Tu as l'air... Il faut qu'on parle. » Il la fit asseoir et lui rapporta mot pour mot sa conversation avec Patricia. Élise l'écouta en silence, son visage se fermant progressivement. Quand il eut terminé, elle resta un long moment sans rien dire, fixant ses mains jointes sur ses genoux. Cette Madame Durand... D'où finit-elle par murmurer. Je me souviens d'elle, une femme très difficile. Elle m'accusait constamment d'incompétence, criait après les autres infirmières. Tu n'as rien à te reprocher, Élise. Je le sais, mais cela suffira-t-il? Elle leva vers lui des yeux brillants de larmes contenues. Théo, je ne supporterai pas de voir ma carrière détruite sur un mensonge, et encore moins de te voir souffrir à cause de moi. Élise, non, écoute-moi. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant les patients qui attendaient dehors malgré le froid. Peut-être que nous nous sommes trompés. Peut-être que notre amour est trop cher payé. Tu ne penses pas ce que tu dis? Si. Elle se retourna vers lui, le visage ruisselant de larmes. Regarde ce qui nous arrive. Ton père nous harcèle, ta carrière est finie, et maintenant on veut détruire la mienne. À quoi bon, Théo? À quoi bon tout ça? Théo s'approcha d'elle et la prit dans ses bras, malgré sa résistance. À quoi bon? Regarde par cette fenêtre, Élise. Tu vois Monsieur Hassan qui amène sa fille pour son vaccin? Tu vois Madame Chen qui repart le sourire aux lèvres? Tu vois tous ces gens qui nous font confiance? Cela ne durera pas si on nous ferme. Alors nous recommencerons ailleurs. Il la força à le regarder. Élise, avant toi, j'étais mort en dedans. Tu m'as redonné vie. Tu m'as rappelé pourquoi j'avais voulu être médecin. Je ne laisserai personne nous séparer. Personne. Même ton père, surtout mon père. Théo essuya doucement les larmes sur les joues d'Élise. Il a eu 23 ans pour faire de moi ce qu'il voulait. Maintenant, c'est mon tour de choisir qui je veux être. Élise se blottit contre lui, retrouvant dans cette étreinte un peu de la force qu'il avait portée jusque-là. Qu'est-ce qu'on fait pour cette plainte? Nous nous défendons. Nous rassemblons des témoignages de tes collègues, de tes patients. Nous montrons qui tu es vraiment. Et si cela ne suffit pas, Théo la regarda avec une détermination qu'elle ne lui avait jamais vue. Alors, nous prouverons que l'amour peut vaincre la haine, que la vérité finit toujours par triompher. Ce soir-là, ils travaillèrent tard dans le centre vide, rassemblant tous les documents qui pourraient servir à la défense d'Élise. Lettres de remerciement de patients, évaluation positive de ses supérieurs, témoignages de collègues, tout ce qui prouvait son professionnalisme et sa dévotion.
Tu sais, dit Élise, en relisant une lettre particulièrement émouvante d'une mère dont elle avait soigné l'enfant, quoi qu'il arrive, je ne regrette rien. Rien, rien. Elle le regarda avec un sourire tendre. Même si nous perdions tout demain, ces mois avec toi auront été les plus beaux de ma vie. Théo la prit par la main et l'attira vers lui. Nous ne perdrons pas, Élise. Je te le promets. Dehors, la neige continuait de tomber sur Lyon, recouvrant la ville d'un voile de pureté qui contrastait avec les machinations humaines. Mais dans le petit centre médical de Montplaisir, deux cœurs battaient à l'unisson, puisant dans leur amour la force d'affronter la tempête qui s'annonçait. L'audience disciplinaire d'Élise était fixée au jeudi 15 mars, dans les locaux austères de l'Ordre des infirmiers de Lyon. Théo l'accompagna, malgré les protestations de l'avocat qu'ils avaient engagé, Maître Lefebvre, qui craignait que sa présence ne nuise à la défense. « Votre relation avec le docteur Moncler risque d'être utilisée contre vous, » avait-il prévenu Élise. « Il pourrait prétendre qu'elle influence votre jugement professionnel. » « Au contraire, » avait répondu fermement Élise, « elle m'a rendue meilleure infirmière, et je veux que cela se sache. » La salle d'audience était glaciale, avec ses murs beiges et son éclairage au néon qui donnait à tout le monde un teint maladif. Face au tribunal composé de 3 membres de l'ordre et de 2 représentants administratifs, Élise semblait si fragile que Théo eut envie de la prendre dans ses bras pour la protéger. Madame Durand, la plaignante, était une femme d'une 60aine d'années au visage pincé, vêtue d'un tailleur noir qui lui donnait l'allure d'un corbeau. Elle avait engagé un avocat redoutable, Maître Bernon, connu pour ne jamais perdre ses procès et dont les honoraires ne pouvaient certainement pas être payés par une retraitée modeste. « Messieurs, dames, les membres du jury », commença Maître Bernon d'une voix théâtrale, « nous sommes ici pour juger un cas de négligence grave qui aurait pu coûter la vie à ma cliente. Mademoiselle Garot, par son incompétence et son manque de rigueur, a failli causer un accident médicamenteux dramatique. » Il décrivit ensuite un scénario alarmant. Élise aurait administré le mauvais dosage d'un anticoagulant, mettant Madame Durand en danger de mort. Seule la vigilance d'un médecin de garde aurait permis d'éviter la catastrophe. « Ma cliente garde des séquelles de ce traumatisme, » continua l'avocat. « Insomnie, crise d'angoisse. Elle a perdu confiance dans le système de soins. » Quand vint le tour de Maître Lefebvre, l'avocat d'Élise sortit méthodiquement ses arguments. Il présenta le dossier médical complet, qui ne mentionnait aucune erreur de dosage. Il cita les témoignages de 5 collègues d'Élise, tous unanimes, sur son professionnalisme exemplaire. « Mademoiselle Garot, dit-il en se tournant vers elle, pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est réellement passé ce jour-là » Élise se leva, les mains légèrement tremblantes, mais la voix ferme. Madame Durand était une patiente difficile. Elle refusait ses traitements, criait après le personnel, accusait tout le monde d'incompétence. Le jour en question, elle a refusé de prendre son anticoagulant, prétendant qu'il était empoisonné. J'ai dû appeler le médecin de garde pour qu'il la rassure. Vous niez donc avoir commis une erreur de dosage. Totalement. Élise regarda droit vers le jury. Je n'ai jamais fait d'erreur de médication en 8 ans de carrière. Jamais. Eh bien, pourtant, intervint sournoisement Maître Bernon, vous avez récemment quitté votre poste à l'hôpital Saint-Vincent dans des circonstances particulières. Objection, s'écria Maître Lefebvre. La vie privée de ma cliente n'est pas en cause ici. Au contraire, répliqua Maître Bernon avec un sourire carnassier. Les circonstances de son départ révèlent un manque de professionnalisme flagrant. Une liaison avec un supérieur hiérarchique, des absences répétées. Anne, c'est faux. Élise s'était levée indignée. « Je n'ai jamais manqué à mes devoirs professionnels. » Le président du jury, un homme grisonnant au regard sévère, leva la main pour rétablir le calme. « Mademoiselle Garot, veuillez vous rasseoir. Maître Bernon, tenez-vous en aux faits relatifs à la plainte. » Mais le mal était fait. Théo voyait bien que les membres du jury regardaient maintenant Élise avec suspicion. Sa relation avec lui, au lieu d'être ignorée, devenait le centre des débats. C'est alors qu'une voix s'éleva du fond de la salle. « Puis-je témoigner ?» Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Docteur Patricia Vidal venait d'entrer. «
accompagné de 3 infirmières que Théo reconnut comme d'anciennes collègues d'Élise. Docteur Vidal, le président du jury semblait surpris. Nous ne vous attendions pas. J'étais chef de service d'Élise Garot à Saint-Vincent, dit Patricia en s'avançant, et je ne pouvais pas laisser salir la réputation de la meilleure infirmière que j'ai jamais eue. Maître Bernon bondit. Ces témoins n'étaient pas prévus. Le règlement autorise les témoignages spontanés, répliqua calmement le président. Docteur Vidal, vous avez la parole. Patricia se dirigea vers le centre de la salle, imposante dans sa blouse blanche. Mesdames et messieurs, Élise Garot est une infirmière d'exception. En 4 ans de collaboration, elle n'a jamais commis la moindre erreur. Elle était même responsable de la formation des nouvelles recrues. Et concernant sa relation avec le docteur Moncler, demanda perfidement Maître Bernon, leur relation n'a jamais interféré avec leur travail. Au contraire, Patricia regarda Théo avec un sourire. Le docteur Moncler est devenu plus humain, plus à l'écoute des patients. Et Élise s'est épanouie professionnellement. L'une des infirmières, Marie Dubois, prit la parole à son tour. Le jour de l'incident avec Madame Durand, j'étais présente. Élise a agi avec un professionnalisme exemplaire face à une patiente agressive qui perturbait tout le service. Une autre collègue ajouta « Madame Durand nous accusait tous d'incompétence. Elle a même tenté de gifler une aide-soignante. Nous étions tous témoins de son comportement. » Maître Bernon tentait de reprendre le contrôle. Ces témoignages ne changent rien aux faits. Ma cliente a failli mourir. Vraiment? Patricia sortit un dossier de sa sacoche. J'ai ici les résultats des analyses sanguines de Madame Durand de cette période. Aucune trace de surdosage d'anticoagulants, aucun signe de complications médicamenteuses. Le silence qui suivit était assourdissant. Maître Bernon feuilletait fébrilement ses notes, cherchant une parade qui ne venait pas. De plus, continua Patricia, j'ai découvert que Madame Durand avait déjà porté 3 plaintes infondées contre d'autres soignants dans d'autres établissements, toutes classées sans suite. C'est de la diffamation, balbutia Madame Durand. Non, dit fermement Patricia, c'est la vérité. Et la vérité, c'est qu'Élise Garot est victime d'un complot orchestré par des gens qui ne supportent pas de la voir heureuse et épanouie. Le président du jury se tourna vers Élise. « Mademoiselle Garot, avez-vous quelque chose à ajouter ?» Élise se leva une dernière fois, plus digne que jamais. « Simplement ceci, je suis infirmière par vocation. J'ai consacré ma vie à soigner, à soulager, à accompagner ceux qui souffrent. Si on me condamne aujourd'hui, ce ne sera pas pour une faute professionnelle que je n'ai pas commise, mais pour avoir eu le courage d'aimer. » Elle regarda Théo. « Et je préfère être condamné pour amour que félicité pour indifférence. » Le jury se retira pour délibérer. Dans le couloir, Théo serra Élise dans ses bras, tandis que Patricia et les autres témoins les entouraient de leur soutien. « Merci, » murmura Théo à Patricia. « Pourquoi avoir fait ça ? » « Parce que vous avez raison, » répondit-elle simplement. « Parce qu'il faut parfois du courage pour choisir l'humanité plutôt que le conformisme. » Une heure plus tard, le jury rendit son verdict. Attendu que les accusations portées contre Mademoiselle Garot ne reposent sur aucun élément probant, que sa conduite professionnelle est exemplaire et que les témoignages concordent pour établir sa compétence, la plainte est rejetée. Élise s'effondra dans les bras de Théo, libérée d'un poids énorme. Autour d'eux, leur soutien applaudissait. Madame Durand et son avocat quittaient discrètement la salle. Défait. « C'est fini », murmura Théo à l'oreille d'Élise. « C'est fini. » Mais au fond de lui, il savait que ce n'était qu'une victoire. La guerre avec son père n'était pas terminée. Et Étienne Moncler n'était pas homme à s'avouer vaincu si facilement. 3 jours après l'audience, alors qu'Élise et Théo célébraient leur victoire en travaillant avec un enthousiasme renouvelé au centre médical, un événement inattendu vint bouleverser leur quotidien. Michel Garot fit irruption dans le bureau de Théo, le visage bouleversé, tenant à la main une lettre froissée. « Théo, il faut que tu vois ça, » dit-elle en lui tendant l'enveloppe. « C'est arrivé ce matin. Pour toi. » L'écriture était celle de son père, cette calligraphie parfaite qu'Étienne Moncler avait toujours soignée comme un symbole de son élégance. Théo ouvrit la lettre avec des mains qui tremblaient légèrement. « Mon fils, il y a des moments dans la vie
où un homme doit reconnaître ses erreurs. Hier soir, j'ai eu une conversation qui m'a ouvert les yeux sur ce que j'étais devenu, sur ce que j'avais fait de notre relation, et sur l'homme remarquable que tu es, malgré mes tentatives de te modeler à mon image. J'ai rencontré Dr Patricia Vidal. Elle m'a parlé de votre centre, de ce que vous accomplissez là-bas, et surtout, elle m'a décrit l'homme que tu es devenu depuis que tu as choisi ta propre voie. L'homme que j'aurais dû être fier d'avoir pour fils depuis longtemps. Je me suis trompé, Théo, sur toi, sur Élise, sur ce qui compte vraiment dans l'existence. J'ai passé ma vie à bâtir un empire en oubliant l'essentiel, l'amour et le bonheur de mon unique enfant. Si tu acceptes de me voir, j'aimerais te présenter mes excuses et rencontrer celle qui t'a redonné le sourire. Ton père qui t'aime mal, mais qui t'aime, Étienne. Théo relut la lettre 2 fois, n'arrivant pas à croire ce qu'il venait de lire. Son père, l'homme de fer qui ne s'excusait jamais, qui ne reconnaissait jamais ses torts, venait de lui écrire la lettre la plus humble de sa vie. « Qu'est-ce que tu en penses » demanda Michel, qui avait observé ses réactions. « Je ne sais pas » murmura Théo. « Cela ressemble si peu à mon père. » Élise entra à ce moment-là, remarquant immédiatement l'atmosphère tendue. « Qu'est-ce qui se passe » Théo lui tendit la lettre. Elle la lut attentivement, ses sourcils se fronçant au fur et à mesure de sa lecture. « Qu'est-ce que tu vas faire » demanda-t-elle quand elle eut terminé. « Je ne sais pas. Et toi, qu'est-ce que tu en penses » Élise réfléchit un long moment. « Je pense qu'un homme capable d'écrire une telle lettre mérite qu'on lui donne une chance, même si c'est ton père, surtout parce que c'est ton père. Après tout ce qu'il nous a fait subir, justement. » Elle prit les mains de Théo dans les siennes. « Théo, tu m'as appris que l'amour peut tout changer. Si ton père dit la vérité, s'il a vraiment changé, ne devons-nous pas lui donner cette chance ? Et si c'est un piège, alors nous le découvrirons. Mais si c'est sincère et que nous refusons de le voir, nous ne nous le pardonnerons jamais. » Le lendemain soir, Théo téléphona à son père. La conversation fut brève, empreinte d'une gêne mutuelle, mais ils convinrent d'un rendez-vous pour le surlendemain dans un petit restaurant discret du Vieux-Lyon. Étienne Moncler était déjà arrivé quand Théo et Élise poussèrent à la porte du bouchon des Cordeliers. Le patriarche de 65 ans, habituellement si imposant dans ses costumes sur mesure, semblait étrangement diminué. Ses cheveux argentés étaient moins impeccablement coiffés et ses yeux, d'ordinaire si perçants, portaient une fatigue nouvelle. Il se leva à leur approche, hésitant visiblement sur l'attitude à adopter. « Théo, mademoiselle Garot. » « Bonsoir, père. » Ils s'installèrent autour d'une petite table dans un silence pesant. Étienne regardait Élise avec une curiosité évidente, comme s'il la voyait pour la première fois. « Mademoiselle Garot, » finit-il par dire, « j'ai beaucoup entendu parler de vous ces derniers mois, pas toujours en bien, je le confesse. Mais ce que docteur Vidal m'a raconté, qu'est-ce qu'elle vous a dit ?» demanda Élise avec une franchise qui surprit Étienne. « Que vous aviez sauvé mon fils. » Il regarda Théo. « Elle m'a dit que depuis qu'il vous connaît, il est redevenu l'homme qu'il était avant la mort de sa mère, celui qui croyait que la médecine pouvait changer le monde. »« Votre fils n'avait pas besoin d'être sauvé, » répondit Élise doucement. « Il avait juste besoin qu'on lui rappelle qui il était vraiment. » Étienne hocha lentement la tête. « C'est exactement ce que Patricia m'a dit. » Il se tourna vers Théo. « Mon fils, j'ai été aveuglé par l'orgueil. Quand ta mère est morte, j'ai eu si peur de souffrir encore que j'ai fermé mon cœur. Et par la même occasion, j'ai fermé le tien. Père, laisse-moi finir. » Étienne prit une gorgée de vin pour se donner du courage. « J'ai voulu faire de toi une version améliorée de moi-même, brillant, respecté, invulnérable. Mais en réalité, j'ai essayé de te priver de ce qu'il y a de plus beau dans l'existence, la capacité d'aimer et d'être aimé. » Les yeux de Théo s'embuèrent. Il n'avait jamais entendu son père parler avec tant d'émotion. « Patricia m'a emmené visiter votre centre, » continua Étienne. « J'ai vu comment les patients vous regardent. Avec respect, certes, mais surtout avec affection, avec gratitude. J'ai compris que tu avais réussi là où j'ai échoué. Tu as trouvé le moyen d'être un excellent médecin tout en restant un homme bon. Pourquoi nous avoir fait tout ça, alors ?» demanda Élise. Les pressions, la plainte. Étienne baissa les yeux, visiblement honteux.
parce que votre bonheur me renvoyait à mes propres échecs, parce que voir Théo épanoui avec vous me rappelait tout ce que j'avais raté avec sa mère. Il releva la tête, et parce que j'avais peur de le perdre définitivement. Vous ne me perdrez jamais, père, dit doucement Théo, mais vous aviez failli perdre mon respect. Je le sais. Étienne se tourna vers Élise. Mademoiselle Garot, Élise, si vous me le permettez, j'aimerais vous présenter mes excuses pour tout ce que je vous ai fait subir. Vous ne le méritiez pas. Élise le regarda longuement, cherchant dans ses yeux la sincérité de ses paroles. Monsieur Moncler, ce qui compte n'est pas le passé, mais l'avenir. Si vous acceptez vraiment notre amour, si vous soutenez notre projet, alors nous pouvons repartir sur de nouvelles bases. Je ferai plus que l'accepter, dit Étienne avec une émotion croissante. J'aimerais vous aider, financièrement bien sûr, mais aussi avec mes relations. Votre centre mérite de se développer, d'essaimer. Théo regarda son père avec stupéfaction. Tu ferais ça? C'est le moins que je puisse faire. Étienne sourit pour la première fois de la soirée. Et puis, j'aimerais être fier de mon fils pour les bonnes raisons. La soirée se prolongea tard, les trois convives apprenant à se découvrir sous un jour nouveau. Étienne raconta sa jeunesse, ses erreurs, sa solitude depuis la mort de sa femme. Élise parla de ses rêves, de son enfance difficile, de sa philosophie des soins. Théo observait cette rencontre avec émerveillement, voyant son père redevenir humain sous ses yeux. En se séparant devant le restaurant, Étienne serra maladroitement Élise dans ses bras. « Merci », lui murmura-t-il. « Merci de m'avoir rendu mon fils. »« Merci de nous avoir donné votre bénédiction », répondit-elle avec un sourire. Puis Étienne se tourna vers Théo. Cette fois, l'étreinte fut longue, chargée de toutes les années de non-dits et de malentendus qui se dissolvaient enfin. « Je t'aime, mon fils, » dit Étienne d'une voix brisée. « Je t'ai toujours aimé, mais je ne savais pas le montrer. Moi aussi, je t'aime, père, malgré tout. » En rentrant chez eux, Théo et Élise marchaient main dans la main dans les rues silencieuses de Lyon. La ville scintillait sous un ciel étoilé, et pour la première fois depuis des mois, ils se sentaient vraiment en paix. « Tu y crois » demanda Théo. « À sa sincérité ?»« Oui » répondit Élise sans hésiter. Il y avait trop de douleur dans ses yeux pour que ce soit du théâtre. C'est un homme qui a enfin compris qu'il s'était trompé de priorité. Et maintenant, Élise s'arrêta et se tourna vers lui, illuminée par la lumière dorée d'un réverbère. Maintenant, nous continuons à construire notre rêve. Mais cette fois, nous ne sommes plus seuls contre le monde. Théo la prit dans ses bras et l'embrassa tendrement. Dans ce baiser, il y avait tout l'amour qui les avait menés jusque-là, mais aussi l'espoir d'un avenir enfin serein. Un avenir où l'amour avait triomphé de tout, même des blessures les plus anciennes. 1 an plus tard, le soleil de juin filtrait à travers les rideaux de la nouvelle aile du Centre médical solidaire de Montplaisir, récemment agrandi grâce au soutien d'Étienne Moncler et d'un réseau de mécènes qu'il avait mobilisé. Ce qui avait commencé comme un petit centre de quartier était devenu un modèle d'innovation sociale, étudié par des délégations médicales venues de toute la France. Théo terminait sa consultation avec M. Chabert, le patient qu'il avait soigné aux urgences plus d'1 an auparavant et qui était devenu depuis un ami fidèle. Le vieil ouvrier venait pour son suivi cardiologique mensuel, mais surtout pour prendre des nouvelles de ses docteurs, comme il aimait appeler l'équipe. « Alors, docteur, » dit-il en boutonnant sa chemise, « c'est pour quand le mariage avec mademoiselle Élise ?» Théo sourit, habitué à cette question que lui posaient régulièrement ses patients. « Bientôt, monsieur Chabert, très bientôt. »« Ah !» Le vieil homme tapa dans ses mains. « Il était temps, une femme comme ça, on ne la laisse pas s'échapper. » Après le départ de monsieur Chabert, Théo monta au 2e étage, dans ce qui était devenu son bureau personnel. Par la fenêtre, il voyait l'animation de la rue, des enfants qui jouaient, des mères qui bavardèrent devant l'école, des commerçants qui préparèrent la fermeture de leurs boutiques. Cette humanité quotidienne, qu'il avait ignorée pendant des années, était devenue sa source d'inspiration principale. « Tu rêvasses » demanda Élise en entrant, portant une pile de dossiers, et ce sourire radieux qui l'avait fait tomber amoureux. « Je réfléchis » corrigea-t-il en l'attirant vers lui. « À nous, à tout ce chemin parcouru.
Élise posa les dossiers sur le bureau et se blottit dans ses bras. Ils avaient tous les deux changé au cours de cette année. Théo avait perdu cette rigidité aristocratique qui le caractérisait jadis. Ses traits s'étaient adoucis, et ses yeux brillaient d'une joie de vivre nouvelle. Élise, de son côté, avait gagné en assurance, son engagement reconnu lui ayant valu d'être nommée coordinatrice générale des soins du centre. « Docteur, Renard a de bonnes nouvelles, dit-elle. Le ministère de la Santé veut financer 3 autres centres sur le même modèle. Un à Marseille, un à Lille et un à Strasbourg. Vraiment ? Théo la regarda avec émerveillement. Notre modèle va essaimer ? Plus que ça. Ils veulent que nous supervisions le projet, que nous formions les équipes. Elle sourit. Nous allons devenir les pionniers d'une nouvelle médecine sociale. Théo la fit tournoyer dans ses bras, euphorique. Tu te rends compte ? Il y a 2 ans, j'étais un chirurgien enfermé dans sa tour d'ivoire. Et maintenant, tu changes vraiment le monde, termina-t-elle en l'embrassant. Leur baiser fut interrompu par des coups frappés à la porte. Michel entra, suivi d'Étienne Moncler qui tenait à la main un bouquet de pivoine, les fleurs préférées d'Élise. « Nous ne vous dérangeons pas ?» demanda Michel avec un sourire complice. « Jamais !» répondit Théo en gardant Élise contre lui. La relation entre Étienne et Michel avait été l'une des surprises les plus touchantes de cette année. Le patriarche lyonnais et la femme de ménage de Villeurbanne avaient découvert, au-delà de leurs différences sociales, une solitude commune et une admiration mutuelle pour la force de leurs enfants respectifs. Ils n'étaient pas amoureux. Leurs blessures passées étaient encore trop vives, mais ils étaient devenus des amis sincères. « J'ai une annonce à faire », dit Étienne en tendant les fleurs à Élise. « J'ai rencontré ce matin le maire de Lyon et le préfet. Le centre va recevoir la médaille de la ville pour son action sociale exemplaire. »« Papa !» s'exclama Théo. « Tu n'as pas... » « J'ai simplement présenté un dossier factuel sur vos résultats, » l'interrompit Étienne, avec un sourire innocent. 15 000 consultations en un an, 90% de patients satisfaits, une diminution notable des hospitalisations d'urgence dans le quartier. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. « Et ce n'est que le début, » ajouta Michel. « Sarah vient de me dire qu'une journaliste du Figaro veut faire un reportage sur vous. Nous voilà célèbres. » plaisanta Élise. « Il va falloir que je m'achète de nouveaux vêtements. »« Tu es parfaite comme tu es, » murmura Théo à son oreille, provoquant un rougissement qui n'échappa à personne. Étienne s'éclaircit la gorge. « À propos de vêtements, j'espère que vous réfléchissez à une tenue de mariage. » Théo et Élise échangèrent un regard complice. Ils en avaient parlé souvent ces derniers mois, mais la pression du travail les avait empêchés de concrétiser leur projet. « En fait, dit Théo en prenant la main d'Élise, nous y réfléchissons sérieusement. »« Sérieusement, comment ?» demanda Michel avec l'impatience d'une mère. Théo se dirigea vers son bureau et en sortit un petit écrin de velours bleu qu'il gardait là depuis plusieurs semaines, attendant le moment parfait. Il se tourna vers Élise, qui le regardait avec des yeux brillants d'émotion. « Élise Garot, dit-il en s'agenouillant devant elle, tu as changé ma vie de fond en comble. Tu m'as appris à aimer, à espérer, à être un homme meilleur. Tu as fait de moi quelqu'un dont je peux enfin être fier. » Il ouvrit l'écrin, révélant une bague simple mais élégante, avec un diamant qui captait la lumière du couchant. « Veux-tu m'épouser ? Veux-tu construire avec moi une vie entière dédiée à l'amour et au service des autres ?» Élise éclata en sanglots, incapable de parler. Elle hocha frénétiquement la tête en tendant sa main tremblante vers Théo. Quand il glissa l'anneau à son doigt, elle se jeta dans ses bras sous les applaudissements de Michel et d'Étienne. « Oui !» finit-elle par articuler entre ses larmes. « Oui, 1000 fois oui !»« Enfin !» s'écria Michel en s'essuyant les yeux. « J'ai cru que vous n'y arriveriez jamais. » Étienne s'approcha de son fils et le serra dans ses bras. « Je suis fier de toi, Théo, fier de l'homme que tu es devenu, fier de la femme que tu as choisie. » Puis il se tourna vers Élise. « Bienvenue dans la famille, ma fille. » Officiellement, cette fois. La soirée se prolongea sur la terrasse du centre, où toute l'équipe se rassembla spontanément pour fêter les fiançailles. Dr Renard ouvrit une bouteille de champagne qu'elle gardait pour les grandes occasions. Sarah organisa un buffet improvisé avec les victuailles du frigo, et même les patients encore présents furent invités à partager ce moment de bonheur.
Alors que la nuit tombait sur Lyon, Théo et Élise se retrouvèrent seuls sur la terrasse, regardant les lumières de la ville s'étendre à leurs pieds. Au loin, les tours de Villeurbanne scintillaient comme des phares, et les quais de Saône serpentaient majestueusement vers l'horizon. « Tu sais, » dit Élise en admirant sa bague, « il y a 2 ans, si quelqu'un m'avait dit que j'épouserais un chirurgien millionnaire et que nous changerions ensemble le visage de la médecine sociale, et tu l'aurais envoyé consulter ?» plaisanta Théo. « J'aurais dit que les contes de fées n'existaient que dans les livres. » Elle se tourna vers lui. « Mais tu m'as prouvé le contraire. Tu m'as prouvé que l'amour peut vraiment tout transformer. Nous l'avons prouvé ensemble, » corrigea-t-il en l'embrassant. « Et ce n'est que le début de notre histoire. » En bas, dans la rue, la vie continuait son cours paisible. Monsieur Hassan fermait son épicerie en sifflotant, Mamie Lucette rentrait de sa promenade vespérale et des adolescents traînaient devant le centre en parlant de leurs rêves d'avenir. Cette humanité simple et vraie que Théo avait appris à aimer grâce à Élise était devenue le terreau de leur bonheur. 6 mois plus tard, par un beau samedi d'automne, Théo et Élise se mariaient dans la petite église de Montplaisir. Étienne conduisait sa belle-fille à l'autel, ému aux larmes, tandis que Michel rayonnait au premier rang. Tous les patients du centre étaient présents, transformant cette cérémonie intime en une véritable fête populaire. « Théo Moncler, » dit le maire qui célébrait l'union, « acceptez-vous de prendre pour épouse Élise Garot, dans la joie comme dans l'épreuve, dans la richesse comme dans la pauvreté ?»« Oui, » répondit Théo sans hésiter, « je l'accepte. Élise Garot, acceptez-vous de prendre pour époux Théo Moncler et de construire avec lui une vie basée sur l'amour et le partage ?»« Oui, » dit Élise d'une voix claire, « je l'accepte. » Quand ils s'embrassèrent, scellant leur union devant leurs proches, une salve d'applaudissements retentit dans la petite église. Dehors, les cloches sonnaient à toute volée, annonçant à tout Lyon qu'un médecin millionnaire et une infirmière de banlieue venaient de prouver que l'amour pouvait vraiment vaincre tous les obstacles. Et dans cette mélodie joyeuse qui s'élevait vers le ciel d'automne, résonnait la promesse d'un avenir où la différence sociale ne serait plus jamais un obstacle à l'amour véritable, où la médecine retrouverait son visage humain et où 2 cœurs battant à l'unisson continueraient à changer le monde, un patient à la fois.